Bienvenue dans Parlons bière, parlons business, le podcast qui vous fait voir l'envers des bulles. Je suis Olivier Faure, ancien journaliste économique, passionné de bière, mais aussi de mon territoire, le nord de la France. J'ai fondé à Lille il y a presque 10 ans avec des amis l'agence précurseur en matière de tourisme brassicole, l'Échappée Bière. J'en dirige aujourd'hui la branche conseil en stratégie et marketing, expertise bière conseil, exclusivement tournée vers le monde brassicole. Aujourd'hui, avec mon équipe, nous souhaitons apporter à cette filière en plein boom un regard très business sur le monde de la bière. On espère que Parlons bière, parlons business deviendra pour vous un rendez-vous régulier. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Parlons bière, parlons business. Je suis ravi aujourd'hui parce que nous allons traiter un sujet que j'ai envie de traiter depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisque c'est un sujet quasiment même un dilemme auquel ont été confrontées quasiment toutes les brasseries, qu'elles soient en création, en développement ou même des brasseries bien installées aujourd'hui. Ce dilemme est le suivant: modèle brewpub ou modèle de brasserie conventionnelle. Ce sont deux métiers différents, deux types d'investissements différents, deux types de management différents, bref, véritablement deux modèles, j'allais dire qui s'opposent, non, qui s'opposent pas, puisqu'ils peuvent cohabiter, on va justement le voir tout à l'heure, mais qui véritablement ont des spécificités très particulières. Et pour en parler aujourd'hui, je suis hyper content d'accueillir Antoine Robic et Cyprien Maisonnier. Alors là, ça ne vous dit sans doute rien, mais si je vous dis que ce sont les cofondateurs de la microbrasserie Fauve Craft Beer, je pense que ça parle un petit peu plus à tout le monde. Cyprien et Antoine sont de très bons interlocuteurs sur ce sujet, puisqu'ils ont un brewpub dans le 11e arrondissement à Paris et une brasserie que j'appelle un peu plus conventionnelle également, c'est-à-dire qu'elle vend via les canaux de distribution traditionnels. Donc ils connaissent très bien les deux modèles. Bonjour messieurs. Salut Olivier. Salut Olivier. Alors, merci beaucoup de nous accueillir. Je vous en prie, je suis ravi. D'ailleurs, petit préambule pour nos auditeurs, Cyprien est à Montpellier, Antoine est à Paris et moi je suis à Lille, donc on fait tout ça par téléphone, donc vous nous excuserez s'il y a des petits problèmes de son, mais normalement ça devrait plutôt bien se passer. Messieurs, pour commencer, je disais en introduction que finalement brewpub versus, si je puis dire, brasserie traditionnelle, ce sont deux métiers différents. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec cette première affirmation ? Ouais, alors c'est des métiers qui sont assez différents, mais alors selon nous aussi hyper complémentaires. Il se trouve quand même que la partie brewpub inclut le métier de la production de bière artisanale. Donc il y a quand même un parallèle qui est assez gigantesque là-dessus. Pourquoi nous on considère que c'est complémentaire ? En tout cas, c'est le pari qu'on avait fait quand on a décidé de lancer ce projet. C'était d'avoir une approche un petit peu différente des autres microbrasseries qui souhaitaient simplement se lancer, je sais pas, avec un entrepôt pour produire de la bière et ensuite se débrouiller pour la vendre à des bars, des restaurants. Nous, on a décidé, dans une optique d'aller un petit peu plus vite, de lancer ce fameux brewpub en plein cœur de Paris qui nous a permis on pense, de gagner en notoriété assez rapidement. Mais là où je veux vraiment en venir, c'est que notre projet de base, c'est pas spécialement un projet de brewpub, c'est pas spécialement un projet de restauration, c'est vraiment un projet de lancer un projet de microbrasserie artisanale et on considère qu'aujourd'hui que l'écuve de Fauve, qui est notre brewpub à Paris, et ensuite Fauve Craft Beer en tant que microbrasserie avec un deuxième outil de production à Moguio en banlieue de Montpellier, de faire un projet assez complet avec des synergies entre les deux lieux. Alors justement, juste pour préciser, parlez-nous rapidement de vos deux sites finalement, notamment en termes de production et de volume. Ouais, Cyprien, tu veux répondre là-dessus ou... Juste un petit point au niveau chronologie. Antoine, tu l'as dit, on a ouvert le brewpub en premier. Donc le brewpub, on l'a ouvert en mai 2019. En gros, c'est une période entre les gilets jaunes et le premier Covid. Ouais. Vous savez bien. Et la brasserie de Montpellier, on l'a ouvert en février 2021. Donc il y a tout juste 2 ans. Donc on a un peu plus d'expérience sur le brewpub maintenant avec 4 ans d'exploitation et des coupures. Et la brasserie de Montpellier depuis 2 ans tout pile. Ouais, c'est des établissements assez différents sur plein de sujets. C'est vrai que le premier, c'est les questions d'emplacement. Je pense pour un brewpub, l'emplacement, c'est les gens qui bossent dans le retail et qui ont des établissements, des bars, des boutiques, ou des restaurants vous diront les 3 choses les plus importantes quand on ouvre un établissement comme ça, c'est l'emplacement et l'emplacement. Donc, je dirais c'est une des premières différences entre une brasserie de production. On ne cherche pas forcément à accueillir du public tous les jours et un brewpub, c'est
Et la question de l'emplacement et de trouver le bon local, et c'est quelque chose qui à Paris a été assez compliqué. Antoine pourra raconter un peu. On a fait 2 ou 3 visites pour trouver le bon local, quoi. Ouais, c'est ce qu'Antoine m'avait dit quand on préparait notre entretien. Je comptais en parler après, mais vu que tu démarres là-dessus, Ok. non, il n'y a aucun problème. On peut commencer là-dessus de toute manière, parce que, comme tu le dis, justement, l'emplacement, c'est juste fondamental. Et nous, le hasard veut qu'on ait accompagné cette année plusieurs projets de création de brewpub. Et en effet, on s'aperçoit que trouver le local qui va bien à un prix qui soit pas non plus totalement démentiel, c'est juste la clé de voûte du projet. Expliquez-nous un petit peu, vous, comment ça s'est passé, cette recherche d'emplacement. Ouais, alors c'est vrai que peut-être en préambule de ça, ce qu'on peut dire, c'est que lancer un brewpub, c'est un vrai parcours du combattant. En tout cas, sur le format qu'on voulait nous, c'était de lancer un brewpub en plein centre-ville. Comme on l'a dit, si jamais quelqu'un veut lancer un brewpub peut-être à l'extérieur d'une ville moyenne, c'est peut-être plus facile de trouver les locaux. Mais en tout cas, pour revenir à ton point, à ta question, il y a énormément de contraintes en fait qui sont liées à l'activité du brewpub même, qui fait qu'en fait, au sein des différents lieux qu'on pouvait visiter, en fait, il y en a beaucoup qu'on a écartés tout de suite. Ces contraintes, c'est d'abord une contrainte d'espace. Il se trouve que pour mettre un outil de production de bière, même un outil de production de bière comme le nôtre, qui est un outil de 5 hectolitres, ça prend quand même un peu de place. Et la place, elle coûte cher, notamment à Paris. On va dire qu'aujourd'hui, Deuxième contrainte, aujourd'hui, pardon, je te coupe, mais pour que nos auditeurs ouais. aient aussi des infos chiffrées, je sais que certains fabricants aujourd'hui arrivent à faire rentrer une 5 hectos dans 30 mètres carrés en comprimant tout. Oui, voilà, c'est à peu près ce qu'on a. Et d'ailleurs, c'est un point intéressant, notamment sur un autre sujet dont on pourra parler plus tard, qui est le choix de l'équipementier pour Mhm. la salle de brassage et pour l'intégralité de l'outil de production. Nous, typiquement, on est parti avec un outil de brassage qui est en fait le plus compact de tous les outils qu'on a pu voir. Et Ok, donc, donc c'était un élément assez décisif dans le choix de l'équipementier. ok, donc chez vous, il prend 30 mètres carrés, mais encore après, faut-il avoir un espace de salle. Voilà, exactement. C'est-à-dire que en plus de ça, il faut un bar. Le bar, ça prend aussi de la place. En général, dans les groupes pubs, il y a beaucoup de tireuses. Il faut Mhm. même offrir à nos clients une diversité sur les bières, donc ça prend un petit peu de place. Et puis évidemment, le fait que le groupe pub, en tout cas c'est que nous on l'a défini, il y a une activité de restauration également. Tout ça fait que l'activité de production de bière, la salle plus la cuisine, ça prend mécaniquement pas mal de place. Chez vous, Pour vous ça donner prend des combien chiffres, à peu nous près à Paris? on a 150 mètres carrés au sol. Donc en fait, d'une certaine manière, c'est pas gigantesque. Nous, on a l'impression qu'en fait c'est très grand, parce que mécaniquement, plus le local est grand, plus ça va coûter cher au niveau de l'investissement de départ. Ce qu'on sait aussi, c'est que si on avait eu 50 mètres carrés en plus, honnêtement, ça aurait pas été beaucoup plus compliqué à gérer, ça aurait pas été un projet beaucoup plus compliqué à lancer non plus. Mais en même temps, il faut avoir les moyens pour prendre 50 mètres carrés en plus, Mhm. typiquement dans un lieu comme Paris. Le format tel qu'on l'a, on pense que ça aurait été compliqué de faire vraiment petit, parce que donc tu posais la question des hectolitres qu'on brasse sur place. Avec un outil de 5 hectos comme le nôtre, on arrive à brasser à peu près 500 hectolitres de bière à l'année en brassant 2 fois par semaine, grosso modo. Ok, qui sont donc tous consommés sur Pour place. Tout est consommé sur place. Il y a quelques exceptions. Si un de nos bars partenaires de Paris veut absolument un fût de départ en urgence, on est capable de le faire. Ok. Mais pour simplifier, disons qu'on fait 100% de la production sur place et consommée directement sur site. Mhm. 500 hectolitres de bière à l'année, c'est beaucoup de bière. C'est-à-dire qu'il faut quand même beaucoup de gens pour pouvoir boire toute cette bière-là. Mhm. Donc si on avait eu honnêtement 20-30 mètres carrés en moins, mécaniquement il y aurait moins de monde et je pense qu'on n'aurait pas réussi à écouler cette production. Ouais. Une petite précision aussi, c'est que en plus des 150 mètres carrés au sol, on a plusieurs choses. On a un sous-sol qui est important. Je sais plus exactement combien, mais on doit avoir peut-être 70 mètres carrés en sous-sol. C'est là qu'on a une énorme chambre froide qui nous permet de stocker l'intégralité des produits frais qu'on a pour la cuisine notamment. C'est là aussi qu'on stocke nos fûts de bière qui sont fragiles, les fûts d'autres brasseries notamment. Donc si on achète une triple épied d'une des très bonnes brasseries françaises et étrangères, on la stocke au frais constamment. Une partie Economa pour la restauration également. On a une petite particularité, c'est qu'on a un bureau à l'étage, mais ça c'est pas très important, mais surtout, on a aussi une terrasse. Et donc la terrasse, ça nous permet d'avoir aussi pas mal de monde en plus. Je crois qu'on a plus de 50 places assises en terrasse en plus, ce qui fait comme
même à l'intérieur, si on a que 150 mètres carrés, ça me permet d'avoir des sièges en plus à l'extérieur. Donc aujourd'hui, ça veut dire que... C'est vrai que la question. Pardon, non, si tu devais nous... Enfin, si vous deviez nous dire votre modèle à Paris, du coup, combien finalement est réservé à la production stockage et combien est réservé à la salle, à peu près? On a 35 mètres carrés pour la production. Le sous-sol, on considère qu'on n'accueille pas de public au sous-sol. Donc il doit y avoir, avec 20 mètres carrés de clim, je sais pas, il doit y avoir peut-être un peu moins de 100 mètres carrés pour le bar et la salle. Ok. Et plus la terrasse, qui est une partie importante, et surtout pour le mode de vie parisien, les gens aiment bien être en terrasse. Ouais. Et donc on a aussi pas mal de monde en terrasse qui ont ce genre. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait monter un brewpub, en dessous de 100 mètres carrés, c'est très difficile, on est d'accord? Alors, pour tout mettre, hein, je parle. Je sais pas, si quelqu'un veut lancer un brewpub avec un outil de production un petit peu plus petit, tu vois, un outil de production de 200 litres, c'est quelque chose qui existe, ça se voit. Ouais. Et dans ces cas-là, tu as peut-être moins besoin d'avoir d'accueillir autant de monde à l'intérieur du brewpub. Donc je pense que tous les modèles existent. On a eu la chance d'être invité par notre fournisseur de houblon aux États-Unis avec Cyprien. On a visité beaucoup de brewpubs aux États-Unis pour comparer un petit peu ce qu'ils font par rapport à nous. Aux États-Unis, c'est la folie des grandeurs. C'est des brewpubs avec des salles de brassage de 20 hectolitres. Il y a 500 personnes qui peuvent venir. Ouais. C'est le cas également en Allemagne. J'ai eu la chance d'aller visiter le brewpub d'un des fournisseurs qu'on regardait. Il pourra en parler, mais je trouve qu'il y avait 500 places assises aussi. Enfin, donc vraiment tous les formats existent. Même d'ailleurs en France, il y a pas mal d'exemples qui existent sur des petits formats, des plus grands formats. Je considère que, en tout cas à notre échelle, on a réussi à créer un projet qui est maintenant, avec un peu d'expérience, rentable, en plein cœur de Paris, avec une salle de brassage de 5 hectolitres et les clients qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai malheureusement pas la science infuse. Je pense que ça pourrait marcher avec un projet plus petit, ça pourrait marcher avec un projet plus Mmh. Ok. Alors vous me disiez du coup... Tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Cyprien? Ah, moi, je vais rien rajouter. Non, ok. Du coup, vous me disiez contrainte d'espace. Ensuite, parce que vas-y, Cyprien, c'est ça mieux que moi, sur ce plafond. Ouais, il y a aussi des contraintes techniques. Nous, on est dans un environnement urbain. Alors, c'est vrai que c'est un immeuble d'habitation avec des appartements au-dessus et des caves en dessous. Donc, il y avait des contraintes de hauteur sous plafond parce que les cuves ont une taille donnée. Et c'est la partie facile où tout ce qui était trop bas de plafond, on ne regardait pas du tout. Mais il fallait aussi qu'on s'assure que les cuves traversent pas le sol une fois qu'elles sont toutes pleines de bière. Donc, on a dû faire venir des bureaux d'études aussi pour vérifier la charge au sol, s'assurer qu'il y ait des arrivées électriques et gaz en puissance suffisante pour pouvoir alimenter la chauffe de la brasserie. Il faut se poser la question de comment est-ce qu'on va éliminer les calories. Parce qu'à un moment, quand on fait refroidir la bière, on a un groupe froid qui va souffler de l'air chaud. Et ça, il faut réfléchir à où est-ce qu'on va dégager l'air chaud sans chauffer sa cave, sans faire trop de bruit pour les voisins ou pour les clients. Donc, il y a pas mal de petites contraintes comme ça où il faut se poser la question. Et c'est vrai que le modèle brewpub urbain, c'est pas le plus simple pour ça. Ok, et en plus... si on avait été en zone d'activité où on pouvait mettre un groupe froid dehors et que personne nous embêtait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à gérer que de faire à Paris en centre-ville. Ok, et en plus, alors on en parlera tout à l'heure de l'aspect financier de tout ça, mais tous ces bureaux d'études, ils travaillent pas pour rien. Non, et on n'a pas démarré avec beaucoup d'argent, donc on a dû choisir les études les plus importantes et celles pour lesquelles c'était vraiment compliqué. Et le reste du temps, on essayait de voir avec nos contacts directs, des potes ingénieurs, en faisant des calculs aussi nous, en essayant de se projeter un peu, pour les parties qui n'étaient pas forcément critiques pour la sécurité. Donc il y a des choses sur lesquelles on s'est posé les bonnes questions, on a pris les bonnes décisions, et d'autres sujets sur lesquels on était un peu moins bons, et les choses qu'on fera un peu différemment si on le faisait aujourd'hui. Ok. On sera amené à refaire, et il y a beaucoup de choses qu'on a l'occasion de modifier au fur et à mesure. Après la contrainte de l'espace qu'on est en train d'évoquer, elle peut aussi se gérer par des choix en termes de matériel. On le disait, prendre un équipement très compact.
Et si ma mémoire est bonne, Antoine me disait que un des meilleurs choix que vous aviez fait, peut-être certains de vos euros les mieux investis, c'était de les investir dans des tanks de service. Ouais, ça c'est clair. C'est clair. Et en contrainte d'espace, et en confort de travail, et d'un point de vue rentabilité, je pense. Évidemment, il y a un investissement qui est à faire à l'avant, mais faut imaginer qu'en termes pratiques, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on brasse la bière, on la fermente, et ensuite, avec une fois qu'elle est cold crachée et qu'elle est prête, juste il y a un tuyau, on l'envoie au sous-sol dans des cuves qui sont isolées et pressurisables avec une poche à l'intérieur. En gros, faut imaginer un gros keg en métal isolé avec une poche. On change juste la poche qui coûte l'équivalent d'un keg, etc. Et on le remplit et la bière elle reste stable dedans pendant. On a eu l'occasion de tester pendant le Covid, mais elle bouge pas pendant 4 mois. Alors en exploitation, on n'a jamais de problème de voir la bière pendant 4 mois, parce que l'objectif c'est que nos bières elles tournent aussi vite en consommation que le temps qu'elles ont pris à être produites. Mmh. Comme ça, on a une rotation qui permet d'avoir, je sais pas, on aime que nos cuves soient vidées en moins de 4 semaines pour pouvoir avoir le temps de reproduire une bière derrière. Mais c'est vrai que c'est vraiment super pratique. Mais ça, c'est aussi un sujet qui était compliqué pour nous à Paris. On a décidé, parce qu'on n'avait pas on aurait aimé les avoir au rez-de-chaussée visibles de tous nos clients, mais on n'a pas réussi. Il n'y avait pas la place au sol pour le faire et on pouvait éventuellement il y a des barres qui les suspendent et qui les mettent en hauteur, mais Ouais, là c'est où ce que ça j'allais dire, ne ouais. permettait pas de travailler confortablement en dessous. C'est un immeuble d'habitation, donc c'est un commerce. C'est pas encore une fois, un modèle entrepôt où on a 10 mètres de hauteur sous plafond. Ouais. On ne peut pas facilement les suspendre. Donc on a décidé de les mettre au sous-sol. Et même là-dessus, rien que les mettre au sous-sol, parmi les différents fournisseurs qu'on avait identifiés, on a finalement été contraint sur un fournisseur, c'était Biotank, parce que le diamètre des cuves passait par la trémie du monte-charge. Ok. Et qu'on voulait pas casser le plancher du bistrot pour élargir, pour faire passer les cuves, parce que si on touchait à la structure du bistrot, il fallait on parlait de la copropriété en général. Il y a plein de choses qu'on a évoquées à la copropriété dans le projet d'un point de vue légal, mais se rajouter une couche où on touchait au plancher et au plafond, c'est quelque chose qu'on voulait pas faire. Ok. Ça t'a fait de justesse, mais pareil, c'est du boulot à renforcer le sol pour répartir la charge, parce que mine de rien, les 6 de temps, il faut s'imaginer que les cubes sont empilés, parce que les cubes horizontales, ils sont empilés sur 3 de haut. Donc en gros, il y a 3 fois 500 litres qui sont empilés, les deux sont à côté sur une surface qui doit faire je sais pas, 1 mètre de large sur 4 mètres de long. Donc ça fait une grosse charge au sol aussi, donc il a fallu qu'on recoule une dalle. Ça tient pile poil en hauteur sous plafond, et c'est vrai qu'à chaque fois on avait bien mesuré 15 fois, regardé les plans à chaque fois pour s'assurer que ça allait passer. Ouais, Et au j'imagine. final, à l'exploit, c'est vraiment idéal, et je pense que pour un brewpub, même d'un point de vue environnemental par rapport à ceux qui utilisent des kegs, qui passent leur temps à laver des fûts, etc., je pense qu'on est vraiment pas mal. C'est vraiment le service de la bière en vrac, directement depuis la cuve jusqu'à la pinte, et servi en plus d'un point de vue qualité dans les meilleures conditions possibles, parce qu'elle est maintenue au frais pendant toute la chaîne du fermenteur jusqu'au verre. Et qu'elle est jamais en contact avec l'air. Elle est jamais en contact avec l'air non plus, ni avec du CO2. Mmh. Mine de rien, ça évite les problèmes de surcarbonatation sur la bière est stockée au froid pendant 4 semaines. Donc ça c'est un outil où, à part le fait que ça peut être compliqué à installer et que ça coûte cher à l'achat, je recommande les yeux fermés. Ouais. Alors ouais, c'est ce que. Ça, je peux peut-être intervenir là-dessus. Vas-y Antoine, bien C'est sûr. important pour nous à l'échelle du projet, c'était que l'objectif c'était de faire vivre à nos clients et à nos clientes la meilleure expérience de bière possible dans un lieu comme celui-ci. C'est quelque chose qu'on peut pas faire quand on a uniquement un petit bar en centre-ville, ou alors qu'on a même une taproom adossée à la brasserie. L'idée, c'est vraiment, on a un outil qui est intégré, on brasse de la bière, on la descend dans les cuves de service, la bière elle est conservée à température optimale dans les cuves de service, ce qui fait que même si on travaille sur des triple IPA hyper fragiles avec beaucoup de houblon, les qualités organoleptiques de la bière ne sont pas changées. Et la bière, sur le lieu, elle est servie dans des bonnes conditions, dans un bon verre, avec un très bon système de tirage, et avec quelqu'un qui est capable de te parler de bière. Et donc cette expérience globale, ce qu'on appelle nous l'expérience immersive, parce qu'en fait on est aussi au milieu des cuves, on peut toucher les cuves dans lesquelles la bière a été faite, c'est quelque chose qui, dans le cadre du projet Fauve, dans sa globalité,
a joué beaucoup sur je sais pas, la satisfaction des clients, le fait qu'on ait pu, et là on revient sur l'utilité du projet Fauve, gagner en notoriété, je pense, un petit peu plus vite que si on avait uniquement eu une brasserie à l'extérieur de l'île. Voilà. Alors c'est très intéressant ce côté expérientiel parce que en fait ça joue aussi sur la création d'une marque hein, qui est quelque chose d'important pour vous. Mais si vous le voulez bien, on en reparlera juste après. Je préfère qu'on remette là un petit peu les mains dans le cambouis, si je puis dire, de la préparation de ce projet. On a donc parlé de l'emplacement, du dimensionnement. On était en train de parler donc maintenant du matériel. Donc vrai, même si vous le disiez tout à l'heure à juste titre, chaque projet est unique et vous n'avez pas la science infuse, mais en tout cas là, vrai conseil très affirmé de votre part, c'est vraiment l'utilisation de tanks de service. En termes de surcoût budgétaire, vous avez ne serait-ce qu'un ordre de grandeur à donner par rapport à quelqu'un qui se dirait bah non, moi je vais en futer parce que j'ai pas le budget? Je sais plus exactement combien c'était les tonnes de service Cyprien, mais ça doit être peut-être 20-30 000 euros. Mais indépendamment de l'aspect financier, alors qui est un sujet important parce qu'il faut quand même financer ce club-là, on y gagne tellement d'un point de vue du confort de travail et de la rentabilité parce qu'on a mécaniquement moins de pertes. Donc sur un horizon de 10 ans, je suis assez persuadé que si on arrive à financer des clubs de service, c'est sûr qu'à un horizon de 10 ans, on y gagne. Ok. Une petite particularité là-dessus, qui en tout cas qui a fonctionné pour nous, mais qui ne fonctionnera peut-être pas pour tout le monde, mais c'est un très bon conseil que je peux donner aux gens qui veulent se lancer dans des projets de brewpub. Il ne faut pas hésiter à se mettre en contact avec l'assurance maladie qui peut financer des équipements qui permettent de réduire la pénibilité au travail, qui permettent d'éviter des accidents de travail. Et c'était le cas des cuves de service, puisque par définition, quand on a des cuves de service, on ne manipule pas de fût, c'est-à-dire il n'y a pas de problème de taux, les fameux problèmes de dos, les fameux troubles musculo-squelettiques qui peuvent arriver avec la manipulation de fût. Étant donné qu'on n'a pas de manipulation de fût, on a réussi à convaincre l'assurance maladie de nous financer une partie de ces cuves. Alors c'était, je crois, 30% du montant total. C'est pas négligeable. Ouais, ça fait plaisir quand même quand on se lance. Dans un projet global où il faut acheter un fonds de commerce, faire des travaux et acheter un équipement de production. Donc voilà, petit conseil pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas à faire ça. Nous, alors ça a marché à Paris et pour la petite histoire, ça marche aussi pour notre deuxième microbrasserie Moubio. On est en train d'essayer de se faire financer un équipement. Ok, Cyprien, tu voulais ajouter quelque chose à ce propos? Ouais, j'ai retrouvé le vieux devis qu'on avait fait pour l'installation des cuves. En parlant de montant, les prix maintenant sont plus justes, qu'on soit tous d'accord. Ouais. Mais l'idée, c'est, en gros, ça avait coûté 2800 euros la cuve de service de 5 hectos, et il faut comparer ce prix-là à l'achat de la même capacité en fût inox, si on décide de faire de l'inox. Et si on le fait en plastique, on peut le calculer assez rapidement, mais 2500 euros la cuve 5 hectos. Les fûts inox neufs autour de, je sais pas, 100 euros, et si on en achète 15, il faut pour faire 5 hectos aussi, c'est 1500 euros. Oui, en effet. C'est pas infiniment plus cher. Et surtout, la cuve est plus compacte, il n'y a pas de laveuse particulière à acheter, il n'y a pas le stock du vide, etc. Et voilà. Donc quand on met tout ça bout à bout, c'est vrai qu'au final, il n'y a pas vraiment photo, quoi. Ouais, et puis après, si on veut comparer à utiliser des systèmes de keg, parce qu'on a vraiment zéro argent pour investir, c'est 15 euros, ouais, mettons que ce soit 18 euros un keg. Chaque fois qu'on vide un fermenteur 5 hectos, c'est 270 euros. Donc en fait, au bout de 10 rotations, la cuve, elle est payée. Voilà. On en est là. Ouais, non, mais c'est assez clair. Donc c'est à la fois beaucoup d'argent et en même temps, c'est de l'argent bien dépensé. C'est pas mal de sujets, quoi. Alors, du coup, pour poursuivre notre entretien, on évoquait, d'ailleurs j'ai oublié tout à l'heure de vous poser la question, on va faire un tout petit retour en arrière, mais sur, sur l'emplacement, combien de visites vous avez faites à Paris pour le trouver? On avait un petit Trello qui recensait tous les locaux qu'on a visités. On a visité plus de 80 locaux. Plus de 80 locaux. Je crois que c'est 96, le chiffre exact, Antoine. 96. 83 en tête. Ouais, ça c'est beaucoup. Beaucoup, alors. Non, mais je vous pose la question et votre chiffre, il est intéressant parce que ça veut dire que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont un projet
et qu'ils en sont déjà à leur 10e visite et qu'ils n'ont pas trouvé et qu'ils sont en train de perdre patience et de perdre courage, bah en fait non, il faut pas quoi. Ouais, il faut pas se décourager et il faut pas oublier que chaque visite, c'est aussi de l'expérience qu'on emmagasine. Euh, pour aller plus vite, le jour où il y a un local qui nous plaît vraiment. Nous, ça a pas mis un an, mais ça a mis peut-être 9 mois pour visiter tous ces locaux-là. Mais il se trouve qu'ensuite, le jour où on a visité le local dans lequel on est maintenant, en une semaine, tout était plié. Mhm. Parce que en fait, on a visité tellement, on connaissait très bien le marché, on connaissait très bien les montants, tous les échecs qu'on avait eus, parce on avait quand même avancé sur d'autres dossiers avant, mais finalement ça s'était pas fait. En fait, dès qu'on est arrivé sur ce local-là, en fait, on a su en 10 minutes de visite que tout était parfait pour nous, que les dimensions étaient bonnes, que d'un point de vue technique ça passait, que financièrement on allait réussir à s'en sortir. Et en fait, on a fait une offre en 2 jours et je sais pas, 3 jours de négo et c'était payé. Donc ouais, il faut vraiment pas se décourager. Au contraire, voyez-le comme un parcours du combattant où vous apprenez au fur et à mesure des visites. Alors justement, alors on dit qu'il faut pas se décourager, que vous ça a été plié assez vite. Il y a évidemment l'aspect financier qui rentre en jeu. Quand on avait préparé cet entretien, tu me disais aussi que vous avez fait appel à ce que finalement parfois les gens rechignent un petit peu à faire, mais c'est finalement ce qu'on appelle les friends and family, de l'argent, de potes, de la famille. Combien vous avez réussi à lever par ce biais-là? Alors nous ce projet, on en parlait à nos amis, à nos familles depuis pas mal de temps. Au début, c'était même d'ailleurs un projet qui était, comme je disais, un projet de bière. Il n'y avait pas spécialement de brewpub. C'est dans un second temps, en fait, qu'on a décidé de faire un brewpub. Donc en fait, nos amis, nos familles savaient qu'on allait lancer un projet à un moment ou à un autre. Mais on a vraiment fait appel à eux le jour où on a trouvé le local. Où là, vraiment, tout s'est accéléré. Donc nous, c'est un petit peu particulier. On n'a pas de fonds d'investissement qui nous aident ou quoi que ce soit. C'est vraiment nos amis, nos familles. On a 50 personnes qui nous ont suivis et sur des montants en fait assez petits. Je crois que le ticket le plus petit c'était 5 000 euros et puis c'est monté jusqu'à 50 000. Ce qui est en fait hyper utile pour nous parce que ces gens-là, c'est pas uniquement nos amis ou nos familles, c'est aussi des vrais ambassadeurs qui nous ont beaucoup aidés au début sur d'un point de vue conseil, qui nous ont aussi beaucoup aidés pour faire remplir le bistrot au début quand on avait un peu peur qu'il y ait personne. Et c'est des gens qui nous suivent encore maintenant. Dès qu'on a une question, on peut les appeler. C'était un montant qui nous a permis de financer le fonds de commerce. Donc en fait, l'idée, c'est pour simplifier sur un projet comme celui-ci, les grosses dépenses, c'était à l'acquisition du fonds de commerce. Un fonds de commerce à Paris, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était grosso modo un fonds de commerce de restauration, c'est valorisé entre 70-80 et 100-120% du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires annuel. Annuel, exactement. Mécaniquement, un plus petit resto, le fonds de commerce d'un plus petit resto va coûter moins cher que un plus gros resto. Il y a certaines choses qui font que ça peut être un petit peu de la fourchette un petit peu plus haute, la fourchette un petit peu plus basse. Est-ce qu'il y a des travaux à faire? Est-ce qu'il y a un équipement d'origine qui fonctionne, qui est fonctionnel, etc. Mais grosso modo, entre 80 et 120. Nous on a fait plutôt une bonne affaire puisqu'on a acheté aux alentours de 70% du chiffre d'affaires, ce qui est plutôt une bonne chose. Et ça a été financé grâce à notre levée de fonds en fin de famille. Parallèlement à ça, le deuxième gros montant d'investissement, c'est des travaux qu'on a réalisés. Et ces travaux-là, en général, pareil, nous on réfléchit en euros du mètre carré. Ouais. Donc là, il y a tous les prix. Donc pour 500 euros du mètre carré, on peut faire un joli projet. Pour 10 000 euros du mètre carré, on fait un projet Exceptionnel. dans les beaux quartiers avec du marbre partout. Ouais. Tout existe. Nous, on était plutôt entre les deux. On a fait quand même beaucoup de travaux, donc je crois qu'on était plutôt dans de 500 euros du mètre carré. Pardon, 1500 du mètre carré à peu près? 1500 euros du mètre carré, oui. Ok. Après, il faut savoir si on inclut l'équipement de brassage. Mais nous pour comprendre, on a refait tout le système de tirage, on a une cuisine toute neuve, on a refait tout le bar, on a fait toute cette aventure avec des gigantesques baies vitrées pour faire un lieu très agréable. La transparence, c'est nos valeurs de boîte. Tout ça fait que c'était des montants qui étaient assez conséquents. Et pour simplifier, on a fait la moitié de ces montants, c'était notre levée de fonds, c'était un emprunt bancaire.
Ok. Je lance 2 emprunts bancaires. Si vous voulez, je rentre dans les détails, je peux le faire, mais c'est pas trop important. Mais c'est 50% voilà, de levée de fonds, Friends and Family, 50% avec un emprunt bancaire. Là, quand tu parles de la Là levée où de fonds, c'était dur, c'est la levée de fonds ouais. des amis et de la famille. Ouais, c'est ça. Ok, Les d'accord. fonds, les amis, C'est pas. en fait, Parce que comme tu le présentais, je m'étais dit, peut-être. il y a une levée de fonds très financière, si je puis dire, plus Friends and Family, plus l'emprunt. Mais non, c'est bien Non, l'argent Friends and il y a pas eu de Family levée de fonds, et de l'emprunt bancaire. Il n'y a pas eu de levée de fonds il y a pas eu de levée de fonds très financière. Non, c'est avec un vraiment, fonds ou quoi que ce dans soit. notre Ok. tour de table, il y a Cyprien, c'est pas Cyprien Maisonnier, il y a, je sais pas, 7 ou 8 maisonniers, quelques Rubik, et puis après nos potes. Non, mais c'est Euh, bien parce que ça montre là où que c'était, on arrive quand même aussi à une période où la création dans la bière devient c'est un petit peu plus serré que c'était il y a encore 3 ou 4 ans. C'est bien de voir que des projets qui aujourd'hui, objectivement, sont des très belles réussites comme la vôtre, sont nés finalement avec juste de l'argent de potes de famille et un emprunt bancaire, tout ce qu'il y a de plus traditionnel et qui n'a pas eu besoin de faire appel à je ne sais quel fonds d'investissement mystérieux qui vous a allongé 2 millions d'euros, quoi. ouais, donc c'est sûr, peut-être pour les gens qui veulent se lancer, quelque chose qui est assez utile, puisqu'en fait, nous, ce qu'on nous a beaucoup reproché au début, c'était de pas être restaurateur. Mhm. On avait commencé à faire un petit peu de bière à façon dans des brasseries de potes à nous brasseurs. On n'était pas non plus vraiment brasseurs professionnels encore à l'époque. Donc en fait, tout ça mis bout à bout fait que quand on allait rencontrer les banques pour la première fois, c'était assez facile pour les banques de refuser de nous prêter parce que on n'était pas de l'industrie, on n'était pas du métier, on n'avait pas c'est notre première affaire. Tu sais, c'est des choses qu'on a entendues plusieurs fois. Enfin, on se souviendra toujours, Cyprien, il pourra confirmer, mais la première fois qu'on a reçu le premier refus de notre banque historique euh, qui nous refusaient notre prêt, c'était un des moments assez durs d'entrepreneur parce qu'on s'est dit si même eux ils nous refusent en fait, comment faire tous les autres qui ne nous connaissent pas. Mhm. Puis bon, finalement, à force de persuasion, on a réussi à convaincre une banque et en convainquant une, on a réussi à en convaincre une deuxième et c'est la deuxième qu'on a choisie. Donc voilà, mais donc tout ça pour dire si les gens qui veulent lancer un brewpub peuvent s'associer avec quelqu'un qui est du métier, peuvent faire le brewpub peut-être même dans un second temps, après avoir déjà une activité de brasserie, de microbrasserie, ça permettra de lancer le brewpub de manière beaucoup plus facile, notamment dans les discussions qu'ils auront avec les commissions bancaires. Ok, Et je sais très pas, bien. j'y pense, mais sur la partie emprunt, Antoine, je sais pas si tu te souviens, mais on avait été bien aidé pour le coup par une personne au sein de l'agence Simo qui nous avait aidé à trouver ce local-là, qui avait fait un boulot de courtier. Ok. On a vu beaucoup d'agents, immobiliers. On s'est pas toujours lié d'amitié avec tout le monde parce que c'est un métier difficile. On a l'impression, quand on lance un projet, on a toujours l'impression que c'est trop cher les agents immobiliers par rapport à ce qu'ils Ouais. font. Mais là, pour le coup, il y avait dans l'équipe une femme qui nous a vraiment, vraiment beaucoup aidé, qui avait des relations dans les banques, qui avait l'habitude de faire des transactions avec des fonds de commerce de restauration, qui savait qui appeler, et elle avait contacté de son côté une dizaine de banques, et on s'est retrouvé avec une banque qui était pas forcément avec des offres de la part de banques et de banquiers qu'on ne connaissait pas directement, et qui n'étaient pas les banques de nos parents, de nos oncles, de nos machins, etc. Mhm. Et avec qui on a eu une première offre, et dès qu'on a eu une première offre, même si les conditions n'étaient pas géniales, en fait, ça a débloqué beaucoup de choses. Il y a un effet un peu boule de neige là-dessus, où Ok. le banquier, si on nous dit qu'il y a un autre banquier qui a fait une offre et qui s'est positionné, là d'un coup, nous aussi, on s'est senti soulagés parce qu'on savait que le projet allait avoir lieu. Mais au final, les autres ont réagi, ils se sont dit, ah bah finalement, on a réétudié le dossier, peut-être qu'avec ces nouveaux éclairages, voilà l'offre qu'on peut faire en co-investissement, puis finalement, ils disent, bon bah finalement, on peut y aller tout seul. Ah ok, ils ont fait ce taux-là, ah bah on peut peut-être faire un petit peu mieux, et d'un coup, ça s'est complètement débloqué, ouais. Ok. Top. Et après, sur la partie financement, levée de fonds, etc., Antoine, je pense que tu te souviens aussi, quand on fait des travaux sur un bon pub, il y a des moments où il y a pas mal de budgets qui sont dépassés. Mhm. Et tu as parlé de financement obscur et de fonds d'investissement qu'il faut mettre 2 millions d'euros. Je pense que si on avait eu 2 millions d'euros sur notre compte, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dormi au moment du chantier. Il y a J'imagine. franchement des moments où on faisait des allers-retours avec nos archis, qui suivaient le projet, ils nous disaient, bah, en fait, il y a eu des mauvaises surprises sur tel point, tel point, tel point. Les chiffrages n'étaient pas bons, on augmente de temps.
Donc, on passe d'un budget de X à 2 fois le budget. Alors, comment ça se gère, donc, ça? en fait, nos honoraires Parce que là, maintenant, aussi de nos archives qui sont indexés sur le budget des travaux vont être multipliés par 2. Donc, en fait, tout a explosé. Et là, on a obligé de faire des compromis sur les matériaux, les choix, les trucs comme ça. Mais il y a eu 2-3 fois où on se disait que ça passerait pas et que ça allait être foutu. Et alors, au final, justement, comment ça fait pour passer? Parce que là, aujourd'hui, avec le recul, tout a fonctionné, t'en parles avec le sourire, mais comme tu le dis, sur le moment, tu dois plutôt avoir des sueurs froides. Quand on te dit le budget va être x2, toi, tu sais que tu as 100 000 euros et pas 1 euro de plus. Comment, en fait, vous avez fait pour que, au final, tout ça se fasse? Alors, un truc qu'on a fait qui n'était pas complètement inutile à plusieurs titres, c'est qu'on a fait une petite opération de crowdfunding. Mmh. Où en fait, alors qui était utile pour nous en fait à 2 titres. Un, ça nous a rentré un petit peu de trésor pour finaliser une partie des travaux, effectivement. Et 2, c'était aussi une petite opération de marketing pour faire découvrir aux gens du quartier et d'ailleurs le lieu en lui-même. Donc l'idée, c'est le crowdfunding. Il y a plusieurs manières de faire du crowdfunding. Ça peut être l'investissement en capital, mais ce qui n'était pas notre cas. Ça peut être de la dette également. Nous, en l'occurrence, on a fait un format de don avec contrepartie. Donc, vous mettez 10 euros, vous avez un pack de 6 bouteilles. Vous mettez 1500 euros, vous avez une bière à votre nom, vous venez brasser avec nous, etc. Donc, c'est un format assez classique. Moi, je suis pas sûr que j'ai besoin d'en parler ici, tout le monde. Non, mais en effet, c'est maintenant assez connu, ouais. Voilà. Mais en tout cas, je crois qu'on a eu un petit peu plus de 20 000 euros comme ça, et ça nous a permis de boucler une partie des travaux. Et comme a dit Cyprien, l'autre chose, c'est qu'on a fait des compromis. Donc, il y a certaines choses, malheureusement, qu'on a dû mettre de côté, des choses qu'on a fait plus tard. Je pense notamment aux travaux acoustiques qu'on a fait à l'intérieur du local, parce qu'il y a pas mal de résonance. Ça, c'est des choses qu'on a fait quelques mois après avoir lancé le bistrot, après avoir fait rentrer un petit peu de trésor. Ouais. Il y a des choses qu'on a décalées, des choses, les radiateurs aussi. On a ouvert le bistrot en mai et on s'est dit, les radiateurs, parce que mine de rien, sur un local qui fait 150 mètres carrés, je sais pas, il avait pour 10 000 balles de radiateurs. Et on s'est dit, ça aussi, on le fera en novembre prochain, quand on aura reconstitué un peu de réseau. C'est des choses qu'on a décidé de faire nous-mêmes. C'est moi qui ai posé, par exemple, les réseaux pour les réseaux d'eau glycolée pour le refroidissement des fermenteurs. Et je trouve que c'est quelque chose que j'ai pas très bien fait, mais qui fonctionne à peu près, mais qu'on va devoir changer. Et au final, si on le change 4 ans après avoir démarré le bistrot, au final, c'est 4 ans de frais aussi qu'on a décalé dans le temps. Donc, c'est ça qui nous a permis. Puis après, je sais pas, il y a les effets de les fournisseurs on paye pas tout au moment où on signe le devis. Il y a un échelonnement, etc. Il y a certains fournisseurs où on a demandé de manière très sincère, est-ce qu'on peut décaler d'un mois le paiement de certaines échéances pour pouvoir avoir fait rentrer un peu de chiffre d'affaires. C'était et se rassurer si jamais ça démarrait moins vite. Il y a plusieurs choses. Et je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas un secret, c'est qu'il faut tout mettre en œuvre pour essayer de préserver de l'argent sur son compte pour éviter les surprises. Je sais pas, Antoine. Ouais, un truc que je peux ajouter, c'est il y a un truc sur lequel on n'a jamais tergiversé et j'espère que dans l'intégralité du projet, en tout cas on va garder ça toujours, en tout cas on l'a toujours gardé, c'est l'objectif numéro 1, c'est de faire de la bonne bière. Donc il y a sur les investissements qu'on a réalisés, là où on peut faire des économies sur certaines choses, sur la bière on n'a jamais fait d'économie. Donc typiquement, je ne sais pas si Olivier tu veux qu'on parle du matériel aussi. Si, allons-y. Ouais. C'est des montants qui sont importants, mais pour brasser 500 hectolitres de bière à l'année, en fait, tous les montants existent. Pour donner un ordre d'idée, nous je crois que c'était 170 000 euros l'intégralité de l'outil de production qu'on a sur ce local-là. On peut le chiffre parce que il y a rien de, maintenant tout le monde peut trouver des devis partout, c'est assez facile. Avec du matériel italien dont on est hyper content, à tel point qu'en fait on leur a acheté une deuxième brasserie à Montpellier, donc ça prouve qu'on est très content de ce matériel-là. Mais en fait on aurait pu faire le même nombre d'hectos avec
une brasserie chinoise pour un montant, je sais pas, de 50 000 euros, ou alors avec des tanks à lait, avec un peu de bricole, comme font beaucoup de brasseries en France. Et il y a des brasseries qui font des bières magnifiques avec des tanks à lait, et donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Et c'est juste qu'on a voulu se mettre, je pense, toutes les chances de notre côté. On aurait pu, à l'opposé, aller chercher une brasserie allemande pour 500 000 euros. Mais en tout cas, nous, notre objectif, c'était de faire les meilleures bières possibles. Et donc, on a investi dans un outil de production top qualité. On a investi dans un Hopgun qui coûte 20 000 euros, qui, à l'échelle du projet, en fait, c'était absolument pas indispensable. Et ça, vous l'avez acheté, le Hopgun, typiquement, vous l'avez acheté dès le début? Tout de suite, ouais. Oui. Tout de suite. Donc, on dit oui au Hopgun, mais on dit non au radiateur, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Et je pense que ça a été, honnêtement, maintenant, avec un peu de recul, les gens connaissent les bières aujourd'hui pas mal pour les bières houblonnées. Et peut-être que ce Hopgun a joué un petit peu, d'une certaine manière, sur le fait que les gens aiment bien nos bières houblonnées. On a d'ailleurs à Montpellier littéralement le même outil de production qu'on a à Paris, juste des 2 fois plus gros. Okay. Donc on a aussi un Hopgun à Montpellier, tous nos deuxièmes brevets sont faits Hopgun. Enfin, c'est l'utilité de ce projet un petit peu global, où en fait le fait qu'on ait exactement les 2 mêmes microbrasseries à Paris et à Montpellier, c'est que Paris est vraiment notre laboratoire. Toutes les bières sont d'abord testées à Paris, ce qui nous permet en une semaine d'avoir un super retour sur les nouvelles recettes qu'on crée. Si ensuite les bières elles plaisent à Paris, bam, on les envoie à Montpellier, on fait x2 et ensuite on fait une canette, on fait des fûts et on les vend partout en France. Donc c'est avec un produit qui est assez éprouvé, quitte à ce qu'on fasse des petits ajustements. Hein, voilà, je vous donne dans le mille, on va sortir une pastry sour avec de la myrtille et du sirop d'érable. C'est une bière qui a d'abord été testée à Paris, elle a super bien fonctionné, on l'a fait bientôt à Montpellier. Voilà. Ok. Donc aucun compromis sur la bière. Sur le matériel. Et c'est là-dessus que se termine la première partie de ce podcast. On se retrouve très prochainement pour la seconde partie, toujours en compagnie d'Antoine et de Cyprien de la brasserie Fauve. À bientôt. Parlons bière, parlons business est un podcast d'Expertise Bière Conseil. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles dans votre appli audio. Pour connaître les prochaines dates de diffusion, rendez-vous sur le site expertisebièreconseil.com. Vous pouvez aussi réagir à cette interview sur le compte Facebook d'Expertise Bière Conseil. Et n'oubliez pas, comme le disent si bien nos amis belges, une bière brassée avec savoir se consomme avec sagesse.